Cathy Munch-Massé, bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue. Alors, il y a eu donc un colloque lycée CFA du futur, c'était le 17 mars dernier à Orléans, au FRAC, où des spécialistes et des élus sur la question du numérique en éducation et de l'architecture se sont rencontrés. En préambule, on peut dire que notre région compte 98 établissements publics, lycées et CFA, les centres de formation d'apprentis. 25% du budget régional est consacré aux rénovations et constructions des bâtiments, mais aussi pour la mise en place d'actions éducatives. Par ailleurs, 2 nouveaux lycées seront construits dans le Loiret et l'Eure-et-Loir à peu près à l'horizon 2021. La région qui souhaite faire donc de ces 2 futurs établissements des prototypes d'un nouveau genre. Voilà, Frédéric, je vous laisse poser la première question. Oui, Cathy Munch-Massé, bonjour. Ces temps-ci, le classement des lycées est sorti dans la presse. Alors c'est toujours très attendu parce que comme les classements des cliniques et les classements des villes où il fait bon vivre, on ne sait jamais trop comment on fait les critères pour en arriver là, mais c'est quand même un classement qui est très attendu à la fois par les proviseurs d'établissement et puis par les parents d'élèves, et je pense aussi un petit peu par les élèves. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, d'abord, en tant que conseiller régional, de ce classement, on l'a dit, qui n'est pas idéal, mais qui a au moins le mérite d'exister? Est-ce qu'on peut déjà peut-être rappeler les critères? Il y en a 2 principaux, et puis ce que vous pensez, vous, de ce classement-là? Alors, on a l'habitude de tout classer. Alors, on classe aujourd'hui même les lycées. En effet, il y a deux critères dans ce classement. Un critère un peu brut sur le taux d'obtention du baccalauréat. Et puis, un deuxième critère qui, à mon sens, est peut-être plus intéressant et qui introduit des dimensions qualitatives en fonction du contexte socio-économique dans lequel l'établissement évolue et de sa faculté à emmener finalement les publics, les jeunes qui sont accueillis plus loin parfois que des objectifs qui pourraient, compte tenu de leur catégorie, qui pourraient leur être demandés au niveau national. Donc ça me semble plus intéressant, en tout cas plus circonstancié. Dans la région Centre-Val de Loire, il y a 31 lycées qui sont classés, lycées d'enseignement général et technique. 31 lycées sont classés bons, 3 performants et 7 au-deçà des attentes. Et puis au niveau des lycées d'enseignement professionnel, il y en a 40 qui sont classés dans ce classement. 14 sont bons, 7 sont performants, 3 sont catégorisés sélectifs et 9 en deçà des espérances attendues. C'est quand même une bonne nouvelle. Absolument, c'est une bonne nouvelle, mais alors qui, pour tous les gens qui connaissent un peu le milieu de l'éducation, n'est pas franchement une surprise. On a un modèle éducatif dans notre région qui est, je pense, plein de vitalité et d'innovation, de créativité aussi. On en parlera à propos du lycée CFA du futur. Mais bien sûr, nos établissements sont dirigés vers des filières d'avenir. On parlait de l'enseignement professionnel, par exemple. On a à cœur, avec l'Éducation nationale, chaque année, de proposer une carte des formations qui permettent d'orienter les jeunes vers les métiers d'avenir et les enseignants construisent ces progressions pour que les jeunes puissent obtenir leur qualification. C'est un sésame indispensable. Alors, des lycées qui commencent à être trop justes, puisqu'il y en a 2, je le disais, qui sont en prévision. Un en Eure-et-Loir, dans la vallée de l'Eure, et puis un autre à Châteauneuf-sur-Loire, dans le Loiret, pour l'horizon 2021. Ça va correspondre au baby-boom de l'an 2000 ? Alors, un peu. 2021, c'est pas exactement le pic. L'étude que nous avons faite montre que nous allons avoir une progression, et c'est plutôt une bonne nouvelle, une vitalité démographique de notre région, d'environ 4500 lycéens sur l'ensemble de la région. Donc nous avons souhaité en effet conduire une étude pour projeter cette future jeunesse sur notre territoire et anticiper les besoins supplémentaires de capacité d'accueil. Et il apparaît en effet que le pic aura lieu plutôt en 2026. Et que 2 zones, c'est la décision qu'a pris le président du conseil régional François Bonneau, 2 zones seront le théâtre de la construction de 2 nouveaux lycées. C'est pas tous les jours qu'on construit intégralement un lycée sur un territoire, donc dans l'est du Loiret et puis dans les Franches franciliennes, dans la zone Maintenon et Pernon. Alors dans le Loiret, ce sera à Châteauneuf-sur-Loire. Bréanval a été pressenti à un moment, mais finalement votre choix s'est plutôt porté sur Châteauneuf-sur-Loire. Pourquoi ? Alors pour des raisons d'aménagement du territoire, cette histoire de domiciliation de ce nouveau lycée croise plusieurs critères. La réponse à une pression démographique bien sûr, qui s'exerce principalement sur l'agglomération orléanaise,
orléanaise, la question des temps de transport des élèves dans un territoire, et on voit bien comment dans le Loiret, cette zone centrale était finalement peu équipée en lieu d'éducation, et puis les dynamiques d'infrastructures, d'aménagement du territoire, avec l'existence ou pas d'une ligne de train, par exemple, s'agissant de Châteauneuf, qui est évidemment un critère discriminant. Donc ce sont tous ces éléments que nous avons croisés pour établir le scénario qui semble le plus pertinent. Les auditeurs d'RCF dont on ne peut douter, les auditeurs d'RCF et les lecteurs de Max Centre dont on ne peut douter de la sagacité, savent aussi que ce pic de l'an 2000, des bébés de l'an 2000, derrière arrive un tassement de la natalité en France. On peut se poser la question, on va construire 2 lycées, mais alors à l'horizon 2021-2025, ils seront remplis, mais après, qu'est-ce que le risque, c'est que ces lycées soient, non pas vides bien sûr, mais en tout cas moins pourvus, moins fournis. Alors quoi, on va en fermer à d'autres endroits? Non, je pense pas, mais qu'est-ce qu'on va faire? Alors on va rétrécir les murs? Non, pas du tout. On ne va pas rétrécir les murs. Je parlais de l'étude. En effet, cette étude, on l'a projetée au-delà du pic conjoncturel de cette génération des bébés de l'an 2000 pour pouvoir adapter, et c'est notre responsabilité, au Conseil régional, les équipements et les infrastructures de ces lycées. Je pense qu'une des clés du lycée du futur, du CFA du futur, ça va être la modularité. Et la modularité, elle répond aussi bien en plus quand il y aura des besoins supplémentaires, quantitatifs ou qualitatifs, mais aussi en moins ou en ajustement quand les évolutions démographiques seront moins fortes à l'avenir. C'est un peu nouveau ça, parce que jusqu'ici on disait que c'était un peu sclérosé, que les choses étaient figées, que c'est pas facile de faire bouger l'éducation nationale et les infrastructures qui vont avec. Enfin, c'est un refrain qu'on entend depuis 40 ans au moins. C'est quelque chose que le Conseil régional et vous, dans votre délégation, vous souhaitez vraiment impulser? Absolument. Cette modularité, cette réactivité même, on pourrait dire. Oui, alors réactivité, pour construire un lycée, il faut 5 ans. Donc on a bien compris. C'est une réactivité qui est toute relative, même si ces délais ont été compressés au maximum. En tous les cas, c'est vrai que la question de la créativité, de la capacité à innover, à adapter, on parlera sans doute de la journée de vendredi et de ce colloque, ça a été un de nos gros sujets d'échange. Et on perçoit que pour le futur, pour le lycée et CFA du futur, une des clés d'une meilleure qualité, d'une meilleure réussite des jeunes de notre région, c'est sans doute cette question de la modularité, de l'individualisation, de la capacité d'adaptation des organisations. Alors les organisations humaines, mais aussi du bâtiment, des outils, etc. Alors justement, on va y venir à ce colloque sur le futur lycée, le futur CFA. C'était une première dans la région Centre d'organiser justement un colloque pour imaginer le lycée et les centres de formation d'apprentis de demain. Oui, c'était une première. Nous avons souhaité ouvrir ce chantier dans une approche qui est celle de l'intelligence collective sur un sujet qui est nécessairement complexe. Vous l'avez dit, de construction de lycée, c'est l'opportunité de se reposer la question un peu de la cave au grenier, de la façon dont on construit un lycée, dont on conçoit la distribution des espaces, la façon dont il crée les conditions d'une vie en commun, dont les outils doivent être peut-être différents demain, dont les pédagogies qui se servent de ces outils vont évoluer. Et pour cela, évidemment, on n'a pas toutes les réponses tout seul dans notre compétence, et on a souhaité en effet, à partir de ce colloque, mais dans des déclinaisons futures, travailler en mobilisant d'autres regards, d'autres compétences. Alors bien sûr des compétences pédagogiques, avec beaucoup de professeurs, un inspecteur général, mais aussi des compétences d'urbanistes, d'architectes, de designers qui sont venus apporter des contributions au cours de cette journée. Justement, qu'est-ce qu'il en est ressorti de ce colloque ? Il en est ressorti, je pense, une vitalité et une faculté de l'ensemble des acteurs à se projeter dans un lycée et un CFA qui, demain, créera les conditions de la réussite de tous. Je pense que la finalité de ce chantier, et je vais insister un peu là-dessus, c'est moins quelque chose qui pourrait être considéré comme un gadget, de savoir à quoi va ressembler l'architecture ou si on va mettre des tablettes d'une façon ou d'une autre. C'est de se poser la question de comment on met tous dans notre champ de compétences les conditions en place pour que demain, dans le classement des lycées publié par la Nouvelle République, et la REP du Centre, ou d'autres, soit 100% partout. Parce que notre objectif, c'est celui-là. C'est pas un jeune qui sort du système scolaire dans notre région sans qualification.
100%, ça paraît très très ambitieux. Aujourd'hui, la lutte contre le décrochage scolaire a produit de bons résultats. On a en quelques années divisé par 2 le nombre de décrocheurs scolaires, c'est-à-dire le nombre de jeunes qui sortent du système scolaire sans qualification. Cet objectif, il doit être poursuivi inlassablement. Alors qu'il n'y ait plus un seul jeune qui sorte sans qualification. Je rappelle qu'un jeune qui sort sans qualification a en risque de taux de chômage 20 points de plus qu'un jeune qui sort avec un premier niveau de diplôme, quel que soit ce diplôme. Alors justement, ces jeunes, vous leur avez demandé leur avis et comment ils imaginent ce lycée, ce CFA du futur. On peut voir quelques réactions sur le site de la région Centre. Ils imaginent avant tout un lycée connecté, et là on n'est pas étonné. En effet, la dimension du numérique, même si ça ne se limite pas au numérique, est centrale dans notre réflexion. Le numérique, pour ce qui nous concerne dans une compétence d'équipement, nécessite avant tout qu'on se pose la question des usages de ce numérique. On est face à une génération qui est très agile avec les outils du numérique, mais qui a peu de compétences. Et qui arrive dans un monde d'adultes où, dans toutes les professions, la révolution du numérique va considérablement modifier les choses. Donc eux, ils vont arriver dotés de ces compétences, il faut qu'ils arrivent avec ces compétences, et ils sont même des acteurs de la lutte contre la fracture numérique. Je pense notamment à toutes les petites entreprises qui ont un peu du mal à opérer ce virage-là. Les jeunes qui vont sortir des dispositifs de formation vont apporter ces compétences, il faut qu'on leur donne les conditions de cela. Le lycée, le colloque avait lieu aux turbulences du FRAC. Le lycée, c'est bien un lieu où il y a des turbulences qui se passent pendant toute la scolarité. On s'en souvient tous ici autour de la table, et puis ça continue aujourd'hui avec les élèves de maintenant. Est-ce que les élèves, justement, sont demandeurs aussi de lieux, je ne sais pas, de lieux de débat, de quelque chose qui soit plus moderne aussi pour débat? On sait qu'ils ont soif de tout ça. Est-ce que c'est ressorti aussi de ce colloque? Alors c'est ressorti en partie de ce colloque à travers les témoignages des lycéens qu'on était allés interroger, mais qui ont dit que dans un lieu qui est aussi un lieu de socialisation, un lieu d'apprentissage de la citoyenneté, ils avaient envie de plus de solidarité, de plus de pratiques collaboratives, et en effet de construire finalement leur libre arbitre, et donc que des espaces et des opportunités leur soient donnés en la matière. Nous conduisons en ce moment une démarche qu'on appelle démocratie permanente, donc sur l'ensemble de nos politiques, et j'ai eu l'occasion dans cette démarche d'avoir un café-débat avec des jeunes qui, sur ce sujet-là, ont vraiment mis l'accent sur le besoin d'avoir des espaces, mais aussi des outils d'animation, que ce soit des tableaux d'expression, des concours d'éloquence, quelque chose qui permette à chacun de s'exercer au contradictoire, à l'écoute de l'autre, au débat. Voilà, donc c'est un sujet principal. Ça veut dire quoi? Des amphithéâtres? Comment ça peut se concrétiser dans l'architecture justement de ces futurs lycées? Un bon vieux foyer avec un baby-foot et une machine à café? Aussi, bien sûr. Ces foyers, ils existent déjà aujourd'hui dans beaucoup de lycées avec des espaces dédiés aux élèves qui permettent un collectif qui soit un peu préservé, qui soit le leur, et qui puisse être un espace de projet. Nous avons par ailleurs, depuis de longues années, à la région Centre-Val-de-Loire, déployé des actions éducatives qui permettent de promouvoir les actions citoyennes, les actions en matière de santé, et qui rendent les élèves acteurs. Nous avons depuis 1 an mis en place ce qu'on a appelé un budget participatif. Donc avec 8 lycées et CFA dans la région, nous expérimentons qu'une partie du budget d'investissement soit décidée par les élèves eux-mêmes. C'est très nouveau, on construit cette démarche avec eux. Et donc de A à Z, donc de la définition du projet jusqu'à son élaboration et sa réalisation, ces projets qui sont destinés à améliorer le cadre de vie sont à la main des élèves. Donc des lycées plus collaboratifs? Absolument, c'est un des enjeux du numérique. Le numérique, il a plusieurs dimensions. Il y a bien sûr la capacité d'innovation pédagogique qui est immense qu'elle offre. L'innovation pédagogique, c'est le cœur de métier depuis toujours des profs. Le numérique ne change pas ce qui est l'ADN de leur métier, mais il leur offre sans doute des horizons qui sont plus vastes, plus nombreux, et qui permettent d'emmener chacun vers la réussite. Et il y a la dimension des pratiques collaboratives. C'est pour ça que, pour répondre à votre question, ça peut prendre beaucoup de formes dans le bâti, mais aussi de façon immatérielle. Des pratiques collaboratives, c'est aussi, pourquoi pas, des forums virtuels. C'est des choses qu'il faut qu'on rassemble. Il n'y aura sûrement pas une seule façon de faire. Il y a ce chantier des 2 lycées qui va nous aider à explorer le champ des possibles, et tous les autres lycées qui aujourd'hui font aussi l'objet de chantiers de restructuration pourront bénéficier de cette réflexion.
Des lycées qui devront être sûrs. Là, je parle de la sécurité. Absolument. On a eu l'exemple à Grasse ces derniers jours. Là aussi, il y a une réflexion qui est menée. Il y a une réflexion qui est menée, en effet, depuis plusieurs années déjà, et avant même les attentats. Nous sommes responsables de lieux qui accueillent des mineurs, qui accueillent des élèves. Donc, par définition, ces lieux doivent être sécurs. Le contexte attentat a rendu plus saillante encore cette priorité et nous a conduit dans chacun des lycées à mesurer la vulnérabilité des sites. Ça veut dire que les réponses ne sont pas les mêmes partout. Entre un lycée qui est très enclavé en centre-ville ou un lycée agricole de plusieurs hectares qui est en pleine campagne, on n'aura pas les mêmes réponses. Il n'y a pas une façon de faire. Et nous accompagnons donc avec aujourd'hui une estimation des travaux de sécurisation qui se monte à environ 5,5 millions d'euros pour apporter les ajustements nécessaires, les corrections à la sécurité matérielle des lycées. J'ajoute, et c'est un point important, que l'organisation humaine est sans doute la meilleure des sécurités. Un exemple de ces sécurisations, les gens pensent tout de suite naturellement au portique à l'entrée des lycées, mais enfin ça n'a pas l'air très réaliste quand même, parce que faire passer 600, 800 ou même 1000 élèves parfois dans un portique, c'est complètement fou. Enfin, faut venir à 5h du matin, et puis après, qu'est-ce qu'on fait une fois que ça sonne? Est-ce qu'on a le droit de fouiller les sacs, etc. Ça pose des vraies questions éthiques. Un exemple quand même de cette sécurisation. Alors aujourd'hui, en effet, on n'a pas mobilisé de solution du type des portiques. D'abord parce que ça provoquerait des attroupements qui sont par définition des moments de vulnérabilité. Nous avons rehaussé des portails, changé des portails, mis en place des badges magnétiques pour contrôler les accès, des tourniquets, et tout ça selon les lieux et selon la configuration des sites. Réduit le nombre d'accès également ? Absolument. Et là, on est sur les questions d'organisation humaine, c'est-à-dire qu'on a parfois modifié les fonctionnements, les habitudes, avec des vérifications d'identité, pas des contrôles, mais des vérifications pour les personnes extérieures. Pour ce qui nous concerne, les entreprises qui viennent sur les chantiers, parce qu'on a des travaux souvent en site occupé, qui désormais sont aussi contrôlés. Ça fait partie de nos opérations immobilières que d'avoir introduit cette dimension du contrôle sécurité. Ça veut dire aussi des caméras dans les lycées du futur ? Alors, dans les lycées, non. Sur les accès des lycées, ça arrive. C'est le cas d'un lycée à Blois. Là, récemment, nous avons installé. Tout dépend de la configuration des sites et de la sensibilité des espaces qui l'environnent. Au cours de ce colloque du vendredi 17 mars dernier, vous avez participé à une table ronde « Réfléchir en réseau ». Alors c'est intéressant parce qu'on va peut-être en parler une minute, avec notamment Franck Prêtre, qui est directeur régional des CFA BTP. On vient d'en inaugurer un superbe à Blois avec le Premier ministre Bernard Cazeneuve il n'y a pas très longtemps. Qu'est-ce que vous entendez par « réfléchir en réseau » ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors réfléchir en réseau... C'est une belle formule, mais bien sûr. Ça veut dire quoi? Que les lycées vont s'échanger des compétences, des profs, des élèves aussi, pourquoi pas? Ou les CFA? Qu'est-ce donc? Réfléchir en réseau, c'est se dire que demain, le lycée, le CFA du futur n'est plus un lieu qui n'est plus, il ne l'est déjà plus, mais il faut qu'on pousse les feux plus loin, un lieu qui est hermétique à son environnement. C'est-à-dire que ce travail en réseau, il se décline aussi bien sur la façon de mieux associer son environnement, que ce soit le tissu associatif, que ce soit le monde économique. On parlait du CFA, du BTP à Blois, en effet. En ce qui concerne les CFA, mais c'est cas aussi pour les lycées professionnels, le lien avec les acteurs économiques est essentiel. Et ce lien-là, il faut encore le renforcer pour que demain, ces filières notamment retrouvent tout le lustre qu'elles méritent. Et puis, bien sûr, dans les articulations, avoir des logiques aussi de mutualisation matérielle. Les plateaux techniques dont nous disposons et qui sont parfois à la pointe de la modernité doivent pouvoir servir aussi bien à de la formation initiale, mais aussi à de la formation continue de demandeurs d'emploi, par exemple. On doit décloisonner les dispositifs dans une approche qui soit plus collective. Et puis, j'illustrerai aussi en parlant des parents d'élèves, parce que c'est un sujet dont on ne parle pas toujours, mais je pense qu'on parlait de pratiques collaboratives entre les élèves, etc. Je pense que l'ouverture et le lien avec les parents d'élèves, qui est toujours un sujet compliqué, doit demain être aussi faire l'objet de toutes les attentions, et que l'outil du numérique permet sans doute de les associer plus et qui est plus franchissable, plus facilement franchissable que les grilles d'un lycée qui parfois sont symboliquement difficiles à passer. Les attentes en la matière sont plus fortes qu'il y a 20 ans ou 30 ans ou même 10 ans. C'est pas facile à gérer, ça, les attentes des parents d'élèves, justement. Oui, les attentes des parents d'élèves. C'est parfois même très critique.
Je pense que c'est dû en partie. Alors, il y a une exigence parce que voilà, on consomme dans la société beaucoup de choses, on consomme du service public, exactement. En même temps, cette exigence, elle est légitime, mais elle doit reposer sur un dialogue. On se comprend bien quand on arrive à dialoguer. Aujourd'hui, ce dialogue, il existe, mais il est insuffisant pour que chacun comprenne bien les contraintes de l'autre et s'écoute. Alors, on n'a pas parlé des professeurs. Est-ce qu'ils seront toujours derrière leur bureau? Est-ce que les classes telles qu'on les connaît aujourd'hui vont disparaître? Là aussi, quel scénario avez-vous imaginé durant ce colloque et en dehors? Alors en effet, ça pose la question et l'arrivée du numérique renforce cette question d'aujourd'hui d'une omni-accessibilité du savoir et de ce que ça vient bousculer du rapport entre le maître et l'élève. Aujourd'hui, la forme du cours magistral à l'ancienne est déjà dans la réalité un peu dépassé, c'est-à-dire que là on ne parle pas complètement que du futur. Aujourd'hui il y a des pratiques pédagogiques innovantes qui fonctionnent matériellement par îlot par exemple et non plus dans des rangées les unes derrière les autres, donc qui favorisent ces pratiques collectives et collaboratives, et puis des enseignants qui vont même plus loin en disant finalement moi ce que j'apporte le plus c'est l'accompagnement de chaque élève, et donc le cours magistral c'est pas en cours qui se déroule, c'est avant. Il n'y a plus de devoirs à la maison, mais il y a le cours, ce qu'on appelle la pédagogie inversée, ce qui permet de libérer les temps de cours pour être dans la mise en œuvre, dans les exercices et dans l'accompagnement. On sait que les élèves ne partent pas tous du même point et que donc leur niveau d'appropriation est différent. C'est un travail que vous menez conjointement alors avec les services du rectorat de l'Académie? Alors en matière de pédagogie, c'est bien sûr l'État et le rectorat qui est pleinement compétent. L'éducation nationale, oui. Bien sûr, mais on ne peut pas réfléchir les outils du numérique, le bâtiment, etc., si on ne met pas au cœur ce qui est la mission, c'est-à-dire la pédagogie et toutes ces dimensions innovantes et créatrices pour demain. Bien sûr, ce sera un lycée et un CFA écolo? Absolument. Alors c'est un sujet qui est déjà très présent dans nos politiques d'investissement. Chaque année, sur 90 millions d'investissements, environ 15 à 20 millions d'euros sont consacrés à la performance énergétique, avec donc un parc immobilier qui est déjà exemplaire. Et c'est aussi, je crois, le rôle, pour ce qui nous concerne, d'une collectivité, d'être exemplaire sur ses équipements publics. Ces dimensions, elles seront poursuivies pour qu'on puisse, en effet, dans les nouveaux lycées, avoir un modèle de développement qui soit vertueux et durable. Ça va jusqu'à la restauration scolaire, où nous mettons en place de façon généralisée en septembre des circuits de proximité qui comporteront évidemment de l'agriculture biologique. Et est-ce que ce seront des lycées qui seront ouverts en dehors des périodes scolaires, le soir, pendant les vacances scolaires, l'été, pour d'autres activités ? Alors c'est tout ça qu'il faut qu'on envisage, c'est-à-dire c'est pas moi depuis le conseil régional qui vais décréter ça. En revanche, dire il y a plus d'interaction avec l'environnement, ça suppose ces possibilités en effet, qui existent aussi déjà dans certains lycées agricoles. On a des pratiques d'accueil de groupes, de fermes pédagogiques, c'est-à-dire d'accueil d'autres publics que ceux des élèves qui fréquentent l'établissement. Je pense qu'il faut le promouvoir, ça permet de rapprocher les mondes et de mieux se comprendre. Est-ce qu'il y a en France une autre région ou d'autres endroits qui vous servent d'exemple? Est-ce que vous avez été pêcher des idées ailleurs? Alors, pêcher des idées, bien sûr. Il faut toujours regarder ce qui s'est fait ailleurs. idées, Notamment, on a eu une présentation d'un lycée dit du futur au cours de ce colloque par des architectes qui témoignaient de la démarche qui avait été... Un lycée qui existe déjà? Oui, qui existe déjà... à Nantes, qui témoigne, parce qu'il n'y a pas qu'un seul sorte de lycée du futur, qui témoigne du champ des possibles, et notamment dans le cas de ce lycée, d'une mutualisation avec l'école, avec le Philharmonique, qui utilisait l'auditorium du lycée pour ses répétitions. Voilà, par exemple, comment ces articulations peuvent être vertueuses. Eh bien voilà ce que l'on pouvait dire aujourd'hui sur ce lycée et ce CFA du futur. Merci beaucoup Cathy Munch-Massé. Merci à vous.